Ensuite, troisième type de contrat, c'est le contrat de travail temporaire. Donc ce type de contrat, oui, derrière. Bonjour. J'ai juste une question concernant le CDD. CDI. CDD. CDD, oui. Bon, par exemple, quelles sont les procédures à suivre une fois le contrat rédigé? Oui, c'est ça ma question. Si le contrat est rédigé pour un CDD, s'il est supérieur à 3 mois, le CDD doit être visé par l'inspection du travail. Okay. S'il ne dépasse pas 3 mois, les deux parties doivent quand même le signer et le garder. Il est valable. S'il ne dépasse pas 3 mois? S'il ne dépasse pas 3 mois, vous n'êtes pas obligé de le faire viser par l'inspection du travail. Mais au-delà de 3 mois, il faut le faire viser. Si vous ne le faites pas, il sera requalifié en contrat à durée indéterminée parce qu'il n'a pas eu l'aval de l'inspection du travail. Donc il n'est pas validé. Voilà la procédure. Une question en ligne. Oui. Frasissard qui demande quelles sont les conséquences lors d'une rupture de CDI. Ok, on va y venir quand on va entamer le chapitre consacré à la cessation du contrat. Donc on capte la question. Oui, madame. Bon, j'aimerais savoir, par exemple pour le cas d'un CDD, quand l'employeur refuse de donner un exemplaire à l'employé, qu'est-ce qui doit se passer? Parce que j'avais eu ce cas. J'avais signé un contrat de CDD avec un employeur d'une entreprise de la place, mais après avoir signé le contrat, on a conclu le contrat, mais lui, il ne m'a pas donné un exemplaire. Vous lui avez demandé, il a refusé de vous donner. Oui, il m'avait dit qu'après, je vais vous le donner, mais il n'a pas donné le contrat. Voilà, donc si vous regardez bien le modèle de contrat que je vous ai montré, à la fin, il y a une clause, une disposition qui précise qu'en cas de litige, le règlement peut se faire soit à l'amiable ou alors porté devant la juridiction sociale compétente. Mais généralement, cette juridiction-là, c'est l'inspection du travail dont relève le siège de l'entreprise. Dans des cas comme ça, donc il y a une divergence entre les deux parties, vous avez la possibilité de saisir l'inspection du travail pour lui dire j'ai besoin d'un exemplaire de mon contrat. Et là, l'inspection va convoquer l'employeur pour lui notifier cela, de vous donner votre contrat de travail. Non seulement il doit vous donner votre contrat de travail, mais il doit même vous donner votre certificat de travail. Je ne sais pas si ça a été fait. S'il ne vous donne pas ça également, il peut être sanctionné pour ça, hein, le défaut de remise d'un certificat de travail. Mais est-ce que jusqu'à présent, je peux lui demander? Mais actuellement, je ne travaille plus là-bas. Vous pouvez saisir l'inspection du travail. Je ne crois pas qu'il y ait une prescription pour ça. Okay, c'est juste un document qu'il doit vous remettre. Où est le problème? Bon. Donc, quand il y a un différend, vous avez toujours un recours. Et la première personne qui est concernée, c'est l'inspecteur du travail. Maintenant, si l'inspecteur du travail ne peut pas résoudre le problème, en ce moment, ça peut aller à un niveau supérieur, notamment le tribunal du travail, avec un juge qui va se prononcer là-dessus. Question en ligne. Oui. Il y a M. Ndiaye qui demande est-ce que c'est légal de faire signer un contrat de prestation dont la rémunération dépasse le SMIC et qu'il est renouvelé chaque année? D'accord. On va venir également sur le contrat de prestation. D'accord. J'ai prévu un point là-dessus. Beaucoup de problèmes là-dessus, hein, sur le contrat de prestation. D'accord. Khalifa Thiam depuis Saint-Louis, il dit quel est l'effet d'authentification notariale dans un contrat d'affaires? Quel est l'effet d'authentification? Ah, ok, dans un contrat d'affaires. Oui. Bon, c'est vrai que les contrats salariés sont visés par l'inspection du travail. Mais les contrats d'affaires, ce ne sont pas des contrats salariés. Donc ici, l'inspection du travail n'est pas concernée, puisque ce n'est pas une relation entre un employeur et un travailleur.
Ce que les gens font souvent dans ce type de contrat, c'est soit de le faire viser aux impôts. Hein. Okay. Généralement, ils signent le contrat, les deux, et on dépose 2 exemplaires aux impôts qui l'enregistrent. Encore que l'enregistrement des impôts ne signifie pas authentification, signifie seulement on donne une date probable, okay, une date certaine plutôt au contrat. Ça veut dire que la date a été figée avec l'enregistrement aux impôts. Mais les impôts ne se prononcent pas sur le fond. Ils ne peuvent pas vous départir pour dire que ce contrat est valable ou pas. Okay? Vous avez déposé un contrat, ils l'ont enregistré, vous payez des droits de timbre éventuellement. Ça prouve simplement qu'il y a une date certaine. Cette date-là n'a pas été manipulée entre les deux parties. Mais ça ne l'authentifie pas. Bon, je pense que si on a besoin d'authentifier, il faut peut-être s'adresser à un notaire éventuellement qui va en faire un acte authentique. Mais dans tous les cas, pour ce type de contrat, on ne le dépose pas à l'inspection du travail. C'est un contrat d'affaires, ce n'est pas un contrat salarié. D'accord. Il y a juste la dernière question posée par M. Mamondao qui dit est-ce que le contrat d'intérimaire peut être prolongé ou transformé en CDD ou CDI? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec les contrats de travail temporaire. D'accord. Merci. Donc, le contrat de travail temporaire, c'est un type de contrat qui suppose la présence d'une entreprise de travail temporaire qu'on appelle les intérimaires, les sociétés d'intérimaires, donc qui est réputée être l'employeur, d'une entreprise utilisatrice, donneur d'ordre et d'un salarié. Donc, vous avez 3 parties. Vous avez l'employeur qui est la société d'intérim, vous avez le salarié qui offre la prestation et vous avez l'entreprise qui a besoin de louer le travail d'un employeur, puisqu'il s'agit ici d'une sorte de location de la main-d'œuvre. Cet employé-là, ce n'est pas votre employé puisque vous n'avez pas contracté avec lui. Vous avez contracté avec la société d'intérim. La société d'intérim a recruté le personnel en respectant les conditions qu'on a citées, contrat de travail visé, etc. Ensuite, il met à votre disposition l'employé qui vient travailler chez vous. Okay? Évidemment, il doit respecter le règlement intérieur, l'organisation du travail, etc., etc. À la fin du mois, ce n'est pas le travailleur que vous payez, c'est l'employeur, donc la société d'intérim, et la société d'intérim paye les employés. Oui? Ici, l'entreprise de travail temporaire peut être considérée comme une entreprise qui fait de la sous-traitance. Oui, c'est une forme de sous-traitance. Il vous sous-traite le travail, quoi. Il vous loue. Okay. Donc lui, son métier, c'est de faire du placement de personnel. Il recrute du personnel, des secrétaires, des gardiens, des comptables, etc. Mais en bonne et due forme, il signe un contrat de travail avec ces gens-là. Donc ils sont ses salariés. Celui qui s'immatricule à l'IPRES, il cotise à l'IPRES pour eux, à l'inspection du travail, etc. Donc vous avez besoin de gardiens, de secrétaires. Vous n'avez pas envie de signer des contrats de travail avec des personnes directement. Vous allez voir la société d'intérim. Okay, vous négociez avec elle, vous dites j'ai besoin d'une secrétaire, j'ai besoin d'un gardien, etc. Il met à votre disposition ce personnel-là qui vient travailler chez vous. Okay? Donc vous avez un contrat avec la société d'intérim. Vous fixez le montant de la rémunération mensuelle. À la fin du mois, il vous présente la facture, vous lui payez sa facture. Et lui, il paye ses employés. Ce sont ses employés parce que c'est lui qui les a recrutés. Okay? Chez vous, ce n'est juste qu'un placement. Il a mis à votre disposition du personnel. Donc, ici, l'intervention des 3 parties, le salarié et les 2 entreprises. L'entreprise qui recrute, qui est en fait l'employeur, la société d'intérim, et l'entreprise donneur d'ordre qui a besoin d'utiliser de la main-d'œuvre au sein de laquelle donc, on va placer ces employés-là. Donc, ça, c'est la définition du travail temporaire. Donc, l'entreprise de travail temporaire en tant qu'employeur doit remplir toutes les obligations légales, réglementaires et conventionnelles découlant du contrat de travail, ce qu'on vient de dire ici. Il doit les recruter. Si c'est des CDD, il doit respecter les conditions d'un CDD. Si c'est un CDI, il doit faire la même chose. Signer des contrats avec eux, les viser à l'inspection du travail, adhérer à l'IPRES, verser les cotisations, adhérer à la caisse, aux IPM, ainsi de suite. Parce que ce sont ses
salarié. Le contrat de travail est constaté par écrit. À défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Là également, l'écrit est obligatoire. Le contrat de travail temporaire ne peut être conclu pour une durée supérieure à 2 ans. En fait, c'est un CDD. Okay? Il ne peut être rompu avant son terme qu'en cas de faute lourde, de force majeure ou d'accord des deux parties. On va y revenir sur les conditions de rupture d'un contrat à durée déterminée. Okay? Donc voilà les caractéristiques d'un contrat de travail temporaire, communément appelé société d'intérim. Alors, le contrat de prestation. Je m'arrête là-dessus parce qu'il y a beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est peut-être prendre des questions, s'il y en a. Aller à la pause, à la reprise maintenant, se focaliser sur le contrat de prestation. Il y a beaucoup de questions, mais je sais également qu'il y a beaucoup de contentieux liés à ce type de contrat. Vous avez une question? En ligne, est-ce qu'il y a une question? Oui, question concernant les prestations ou bien? Oui. Non, les prestations, on va le voir tout à l'heure. Donc, au fait, peut-être je vais répéter les questions. D'accord. Donc, il y a M. Mamondor qui demandait, est-ce que le contrat d'intérimaire peut être prolongé ou transformé en CDD ou CDI? Oui, il peut être transformé en CDI. C'est comme un contrat classique de CDD. On peut y mettre un terme, ne pas le renouveler, ou alors le faire passer en CDI. Et dans tous les cas, il doit être écrit, tout comme le CDD. Sinon, il est réputé comme contrat à durée indéterminée. Sa durée également est de 2 ans maximum. D'accord. Il y a M. Ndiaye qui demandait aussi, est-ce légal de faire signer un contrat de prestation dont la rémunération dépasse le SMIC et qu'il est renouvelé chaque année? D'accord. Alors, le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est le montant minimum auquel on ne peut pas payer un employé en deçà. Vous ne pouvez pas rémunérer quelqu'un, un salarié, moins du SMIC. C'est le salaire minimum. Le prestataire, ce n'est pas un salarié. Donc, il n'est pas concerné par les rémunérations d'un salarié. Le prestataire, c'est quelqu'un qui offre une prestation et en contrepartie, on lui paye une rémunération. Donc, il y a une liberté dans la fixation de la rémunération du prestataire de service. C'est une négociation entre deux parties. C'est différent du salarié où le salaire est fixé par une convention avec un salaire de base et quelques éléments de salaire également, notamment les indemnités de transport, etc. Ça, c'est défini par la loi. Et le salarié, donc, vous ne pouvez pas le rémunérer moins que le SMIC. Le SMIC, c'est le plancher. Mais on verra que dans les conventions, le salaire de base est toujours plus élevé que le SMIC. Okay? Donc, pour revenir à sa question, le prestataire ne peut pas être rémunéré sur la base du SMIC. Sauf maintenant si c'est un prestataire qui ne dit pas son nom, ou si c'est un salarié déguisé en prestataire. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Beaucoup de gens sont appelés prestataires dans les entreprises, mais en réalité, ce sont des salariés. Donc, pour le savoir, on va voir quels sont les critères clés du prestataire de service. Donc, le prestataire de service, premier critère, il a l'autonomie dans les moyens de travail. Il utilise ses propres moyens de travail. Il a une autonomie. Deuxième critère, il a une certaine indépendance dans l'organisation de son travail. Est-ce que c'est le cas du salarié? Qui fixe les conditions et les règles de travail? C'est l'employeur. Okay? Est-ce que le travailleur a une autonomie dans ses moyens de travail? Non. Qui offre les moyens de travail? C'est l'employeur. Donc, on voit là la différence entre le prestataire et le salarié. Autre critère, le caractère ponctuel de son travail qui ne doit pas en principe relever de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Est-ce que le salarié remplit ce critère-là? Qu'est-ce qu'on avait dit pour la prestation de travail du salarié? Il doit être
successive. La prestation de travail doit être successive, alors qu'ici, on dit que la prestation, elle est ponctuelle. Voilà les critères qui différencient le prestataire du salarié. Donc, quand vous recrutez quelqu'un, il est chez vous, il vous offre une prestation de service. Il y a un lien de subordination entre vous. C'est vous qui donnez les ordres. Il doit les respecter. Vous le rémunérez en contrepartie et il respecte également l'organisation du travail. C'est vous qui fixez les horaires. Vous lui dites venez à 8 heures, descendez à 18 heures. Il est là pratiquement tous les jours. Il utilise les moyens de travail de l'entreprise. Vous avez beau l'appeler prestataire, mais d'après la loi, ce n'est plus un prestataire, c'est un salarié. Donc les deux parties vont continuer à s'appeler prestataire, mais c'est le jour où le prestataire, entre guillemets, va avoir un conflit avec l'employeur ou le chef d'entreprise, il l'amène au tribunal, c'est en ce moment que les deux parties en général sauront que ce n'était pas un contrat de prestation de service, mais c'était un contrat salarié requalifié en contrat à durée indéterminée. Okay? Et c'est là où les problèmes commencent maintenant. C'est pour ça, faites attention sur la notion de prestataire de service. Un prestataire de service doit remplir ces trois conditions-là. Alors, je vais vous donner un jugement qui avait été prononcé par le tribunal de travail hors classe de Dakar. C'était en 2014. Donc, c'est un conflit qui avait concerné deux parties, un prestataire de travail et une société de la place. Donc, l'affaire a été portée devant le tribunal. Alors, donc, le juge a fait ses investigations, a lu, ainsi de suite. Et voilà les conclusions de ce jugement-là. Donc, attendu qu'il n'ait pas discuté que les parties sont liées par un contrat intitulé « Contrat de prestation de service » conclu le 30 octobre 2009 avec prise d'effet le 2 novembre 2009. Attendu que le tribunal, ça c'est un langage juridique, hein, je pense que les juristes comprennent bien ce que cela signifie. Attendu que le tribunal n'est pas lié par la qualification juridique donnée au contrat par l'employeur au moment de la conclusion du contrat. Donc, les termes que vous donnez à vos relations contractuelles n'engagent pas le tribunal. Si vous dites que moi j'ai signé avec la personne un contrat de prestation de service, vous le déposez sur la table du juge, le juge ne va pas dire puisque vous avez signé un contrat de prestation, moi je vais vous juger en tant que prestataire de service et employeur. Non, non. Le juge dit ça n'engage que vous. Moi je vais faire ma lecture personnelle des relations de travail qui vous lient. Donc, ça ne vous protège pas le fait d'avoir signé un contrat de prestation de service et d'employer la personne comme un salarié. Ce n'est pas parce qu'il l'a signé que demain, devant le tribunal, vous allez avoir raison sur la personne en disant que non, vous ne pouvez pas requalifier le contrat de prestation de service en contrat à durée déterminée puisque les deux parties s'étaient entendues que c'est un contrat à prestation de service. OK? Donc, faites attention là-dessus. Ça ne vous couvre pas. Il faudrait que ce contrat de prestation de service respecte les conditions de fond d'un contrat de prestation de service. Et on a cité les critères, l'autonomie, okay, le caractère ponctuel du travail, une certaine indépendance dans l'organisation du travail quant au prestataire de service. Si ces critères-là ne sont pas dans les relations entre vous deux, donc, au niveau du tribunal, on va requalifier ce contrat de prestation de service. Il convient donc de faire observer que dans le cadre d'un contrat de prestation de service, contrairement au contrat de travail, le prestataire est un indépendant dont le service à effectuer est généralement ponctuel et ne fait pas partie de l'activité normale et habituelle de son contractant. Donc là, c'est le tribunal qui définit c'est quoi un contrat de prestation de service et qu'est-ce qui le différencie d'un contrat de travail. Que le prestataire déploie au moins quelques-uns de ses propres moyens, outils ou instruments pour exécuter sa prestation. Donc ça renvoie toujours aux critères qu'on avait soulignés tout à l'heure. Que cette personne-là, donc, travaille tous les jours de 8h à 17h.
15 minutes, sauf les samedis et dimanches, avec le véhicule mis à la disposition par X. Bon, X, c'est la société, hein. J'ai enlevé son nom pour garder la confidentialité. C'est une société concessionnaire de la place. Pour livrer les pièces automobiles au client sur instruction de son client chef de service, lui-même employé de la société. Donc ici, la personne utilisait les moyens de l'entreprise, non ses propres moyens. Donc deuxième critère. Autre critère important, c'est les horaires. Il était là tous les jours, on a dit, de 8h à 17h. Or, il n'y a que les salariés qui respectent ce type d'horaire, généralement. Ils ne se reposaient que les samedis et les dimanches. Qui ressort de cela qu'il y a bien, outre la prestation de travail et la rémunération, qui ne sont pas contestés, un lien de subordination qui finit de caractériser le lien de travail. Donc, rappelez-vous comment on a défini le contrat de travail. 3 critères. La prestation de travail, le lien de subordination et la rémunération. Si ces 3 critères sont remplis, c'est un salarié. C'est le cas ici. Il a une prestation, il offre une prestation de travail. Il a une rémunération. Mais on voit bien également qu'il y a un lien de subordination parce qu'il a un chef de service qui lui donne des ordres. On lui fixe également des horaires de travail. Donc celui-là, ce n'est plus un prestataire de service, mais il remplit tous les critères pour être considéré comme un salarié. Qu'en outre, les fonctions de chauffeur-livreur, bon, c'était un chauffeur-livreur, font partie de l'activité normale d'une entreprise commerciale comme la société qui s'active dans la commercialisation des pièces automobiles. Qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de requalifier le lien de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2009. Voilà la conclusion que le tribunal a tirée après qu'il ait été saisi par une des parties qui contestait un peu les relations de travail entre les deux. Okay? Après maintenant, les conséquences financières vont suivre. Si c'était un licenciement abusif, il y aura des dommages et intérêts. S'il n'était pas correctement rémunéré comme il devait l'être en tant que salarié, il y aura un rappel différentiel de salaire sur la période depuis le 2 novembre jusqu'à la date à laquelle on a mis fin les relations de travail des deux parties. Vous comprenez maintenant le problème qu'il y a avec les prestataires de services. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent des femmes de ménage, des gardiens comme des prestataires de services. Ces gens-là ne peuvent pas être des prestataires de services. Okay? Elle est là, la femme de ménage, tous les jours. Il y a un lien de subordination. Elle offre un travail, vous la payez à la fin du mois. Okay? Donc ce n'est pas un prestataire de service. Elle n'est pas autonome, elle n'est pas libre de fixer ses horaires de travail, elle n'utilise pas ses propres moyens pour venir travailler. Il n'y a pas une certaine indépendance et de surcroît, il y a même un lien de subordination puisque vous lui donnez des ordres. C'est pareil pour le gardien. Ces gens-là, tout le temps qu'ils étaient là, vous les appelez prestataires, mais la loi les considère comme des salariés à durée indéterminée. Maintenant, comme ils ne savent pas, et peut-être qu'ils ont besoin d'un salaire, tous les mois, ils prennent ce que vous leur donnez. Ils se contentent de ça. Mais le jour où il y aura un clash entre vous et qu'ils vont à l'inspection du travail ou au tribunal, le tribunal va requalifier le contrat en contrat salarié depuis la date d'entrée jusqu'à la date de mise à terme de vos relations contractuelles. Et il va en tirer les conséquences financières. Okay? Et ça peut être lourd pour l'entreprise. Surtout les dommages et intérêts. Donc faites attention à la manipulation de ce type de contrat. Oui. Question en ligne. Là, La définition du salarié. le salarié, le contrat de travail. Le salarié, il est lié par un contrat de travail avec l'employeur. Première condition, il faut qu'il y ait 2 parties. Le travailleur et l'entreprise. Okay? Qui conviennent entre eux de la mise à disposition d'une prestation de travail. Donc le salarié va dire « je travaille pour vous ». Donc il offre une prestation de travail. En contrepartie, l'employeur lui paye à la fin du mois. Enfin, en tout cas, il convient d'une rémunération. Donc ça, c'est le deuxième critère.
Le troisième critère le plus fondamental, c'est le lien de subordination. Parce que ces deux critères que je viens de citer, on les retrouve également avec le prestataire de service. Le prestataire, il offre une prestation de travail, de service. En contrepartie, il a une rémunération. Mais la différence fondamentale entre les deux, c'est le lien de subordination. Le prestataire, vous ne lui donnez pas des ordres. Vous convenez, vous dites, voilà, je vous recrute pour une prestation, vous devez peindre mes murs. Il utilise ses propres moyens, il vient avec ses outils, il a une certaine indépendance. OK? Donc il n'y a pas de lien de subordination entre patron et subordonné. Ce qui est différent avec l'employé. L'employé doit respecter le règlement intérieur, l'organisation du travail qui est fixée en termes d'horaire, etc., etc. Il reçoit des ordres qu'il doit exécuter. S'il ne le fait pas, l'employeur peut en tirer conséquence et le licencier. On va y venir sur les motifs de licenciement. OK? Donc voilà les trois critères. S'ils sont remplis, vous êtes en relation de travail, vous êtes considéré comme salarié. Surtout le lien de subordination. C'est lui qui fait pratiquement la différence entre les deux types de prestations. C'est clair? Oui, est-ce qu'il y a une question en ligne? Il y a des questions en ligne. Oui. Donc, il y a M. Oga Diop depuis Tivaouane. D'abord, M. Mahmoud Dia depuis Podor. Donc, il demande comment définir les caractères ponctuels des services dans le cadre d'un contrat de prestation de services. OK. Et j'enchaîne. Il y a M. Oga Diop aussi depuis Tivaouane qui dit si vous êtes une entreprise de distribution, quel est le type de contrat qui vous lie à vos fournisseurs? Et il y a une troisième, M. Moussa Sen, qui demande si vous pouvez réexpliquer le contrat de prestation de service. D'accord. La première question, ça m'a échappé. Pour le distributeur, hein, quel type de contrat il peut avoir avec ses prestataires, avec ses fournisseurs? Alors, il y a certains types de contrats qui ne sont pas forcément formalisés. Okay? Par exemple, quand vous venez passer commande avec un fournisseur, vous êtes quelqu'un qui distribue des ordinateurs, vous achetez pour les revendre, vous avez un contrat avec le fournisseur. Bon, généralement, ce n'est pas matérialisé par un contrat qu'on écrit comme ça. Le fait simplement de lui envoyer le bon de commande, vous démarrez les relations contractuelles, vous êtes en contrat. Okay? Vous lui avez envoyé le bon de commande, c'est validé, il doit vous les livrer, donc vous êtes en relation contractuelle. S'il ne le respecte pas, vous pouvez l'attaquer parce qu'il a rompu un contrat. Même si ce n'est pas un contrat explicite qu'on a écrit. Okay? Quand vous êtes en transaction avec quelqu'un, vous êtes sous contrat. Hein? Le contrat, comme je l'ai dit, il n'est pas nécessairement matérialisé par un écrit. Okay? Les relations que vous avez avec la Sénélec sont contractuelles, même si parfois vous pouvez ne pas signer le contrat. Le fait de lui dire « livrez-moi de l'électricité, je vous paye », vous êtes en relation contractuelle. Maintenant, il y a certaines spécificités qui font que vous êtes obligé de rédiger un contrat avec votre fournisseur parce que ce qu'il doit vous livrer doit respecter un certain nombre de caractéristiques que vous devez mentionner sur le contrat. Okay. Je crois qu'il y avait une question sur le prestataire de service. Oui, oui, c'était la première. De revenir sur le prestataire, il y avait une troisième question. Oui, pour le prestataire, en fait, il disait comment définir les caractères ponctuels des services dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Voilà. Donc, contrairement aux travailleurs qui doivent offrir un travail successif, il doit être là tous les jours, de 8h à 18h. En tout cas, le temps de travail défini par l'entreprise. Donc, s'il est là à 8h, il doit travailler successivement jusqu'à la descente. Le prestataire de service, c'est différent. Vous lui dites simplement, on contracte pour que vous me construisez un immeuble. Okay? Libre à lui de s'organiser après. Vous pouvez fixer un délai de livraison de l'immeuble. Mais pour les tâches quotidiennes, ce n'est pas à vous de lui dire il faut tous les jours être là à 8h et descendre à 18h et travailler tous les jours que je vois que vous êtes en train de travailler. Donc ça n'existe pas dans un contrat de prestation de service. Vous êtes convenu d'une prestation, il doit vous livrer cette prestation à telle date, en contrepartie, vous lui versez la rémunération.
Maintenant, c'est lui qui a une certaine autonomie dans la réalisation de cette prestation-là, ce qui est différent du travailleur. Okay? La troisième question, c'était revenir sur le contrat de prestation de service. Voilà, Bon, c'était ça. voilà. Le plus important, et c'est là où il y a le piège ou la difficulté, c'est les critères de définition d'une prestation. Qu'est-ce qui différencie une prestation de service avec un contrat de travail? Le contrat salarié, c'est 3 critères. Prestation de travail fournie par le travailleur, en contrepartie, il reçoit une rémunération. Et troisième élément, il y a un lien de subordination. Donc, il est le subordonné de l'employeur. Il doit recevoir des ordres, il doit les exécuter, il doit respecter un règlement intérieur, l'organisation du travail, etc. Si ces critères sont réunis, c'est un salarié, que le contrat soit écrit ou pas. Okay? Pour le prestataire de service également, il y a des critères qui doivent être remplis pour qu'on puisse qualifier les relations de prestation de service. Premier critère, c'est l'autonomie dans ses moyens. Donc, c'est lui qui utilise ses propres moyens, au moins partiellement. L'entreprise peut également fournir des moyens de travail, mais quand même, au moins partiellement, il doit montrer une certaine autonomie dans l'utilisation des moyens de travail. Il doit garder une indépendance. Donc, il ne doit pas y avoir de lien de subordination entre lui et l'employeur. Si je prends l'exemple de l'expert comptable extérieur, okay, qui relève des professions libérales, c'est un indépendant. Il n'a pas d'ordre à recevoir de l'entreprise, bien qu'ils ont contracté entre eux une prestation d'audit des comptes. En contrepartie, il y a une rémunération. Mais c'est l'expert comptable qui organise sa façon de travailler. Okay? Il ne reçoit pas d'ordre de l'entreprise. Okay? Donc, il garde une certaine indépendance dans l'organisation de son travail et c'est un caractère ponctuel. Donc, quand je viens en audit dans une entreprise, je ne reste pas 24 heures, enfin 8 heures de temps par jour pendant 12 mois, etc. Je viens juste pour un temps ponctuel, je réalise mon travail, je livre la prestation, on me paye et puis le contrat s'arrête là. Si vous avez encore besoin de moi, on refait un autre contrat de prestation et on définit les règles du jeu. Alors que pour le travailleur, tant qu'il est là, le contrat, il est en cours. On n'a pas besoin, le lendemain qu'il revienne, on refait encore un autre contrat parce que le travail est successif, il n'est pas ponctuel. Okay? Donc, voilà un peu d'abord ce qu'il faut vérifier quand vous engagez quelqu'un pour un prestataire de service. Si ces critères sont remplis, c'est un prestataire. S'ils ne le sont pas, ce n'est pas un prestataire, c'est autre chose. Maintenant, si c'est des critères d'un salarié, en ce moment, dites-vous bien qu'il sera requalifié comme un salarié en contrat à durée indéterminée. Donc, bien que c'était écrit, mais comme ça ne respecte pas les conditions d'être un contrat de prestation de service, si on va le requalifier, on ne va pas le requalifier en CDD, mais on le requalifie en CDI. Donc, alors, c'est pour ça souvent, il vaut mieux quand vous contractez avec une personne qui se dit prestataire de service, demandez-lui s'il a un registre de commerce ou un INEA. Parce que celui qui a un registre de commerce, il est déjà indépendant. Il a sa propre entreprise et il contracte avec une autre entreprise. Là, on ne peut pas dire que vous avez des relations de travail parce qu'il a mis en avant d'abord son caractère indépendant. C'est un entrepreneur individuel qui a pour métier de peindre des bâtiments. Il a contracté avec vous une prestation de peinture de bâtiments. Il vous donne donc son registre de commerce qui prouve bien que c'est quelqu'un qui a un travail indépendant. Deuxièmement, demandez-lui de vous fournir une facture. Ne le payez pas comme ça. Il vous fournit une facture, il met ses mentions, il met son nom, son adresse. S'il a un registre de commerce, il mettra son numéro de registre de commerce et il met droit à telle entreprise, montant de la prestation tant. S'il y a une TVA, il met la TVA. S'il y a une retenue de 5%, il met la retenue de 5%. Vous le payez, il signe la facture, il vous remet et vous gardez. Donc vous avez au moins 2 éléments de preuve qui montrent son indépendance par rapport au registre de commerce
et également la facture de prestation qui est différente du bulletin de paye, puisque le salarié, la rémunération du salarié est forcément matérialisée par un bulletin de paye. Okay. On reviendra également sur le bulletin de paye. Donc, j'ai voulu vraiment m'attarder là-dessus parce que je sais que dans la pratique, il y a énormément d'entreprises qui font des confusions sur ça. Okay. Certains le font exprès parce qu'ils considèrent que recruter un employé coûte cher. Donc, je l'emploie comme prestataire de service. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au regard de la loi, ce n'est pas un prestataire de service, c'est un salarié. Maintenant, si la personne n'est pas assez informée pour savoir qu'elle est salariée, bon, elle va continuer de percevoir la rémunération jusqu'à la fin de vos relations. Mais c'est quand il y a problème maintenant, une friction entre les deux parties, si cette deuxième partie elle est bien informée, elle va à l'inspection du travail, elle vous attaque, c'est maintenant là où l'entreprise commence à avoir des soucis. Puisque la situation va être régularisée au regard d'un contrat de travail salarié en CDI. Voilà. Donc, je compte ouvrir une agence digitale, sauf que le problème, c'est que, bon, j'ai déjà réuni l'équipe et en quelque sorte, ils respectent les conditions pour être prestataires. Genre, ils seront autonomes, genre, ils utiliseront également leurs propres moyens et il n'y a pas vraiment de lien de subordination. Ils seront indépendants concernant le délai pour accomplir la tâche. Le truc, c'est que je compte les payer à la tâche, selon s'ils finissent le travail. Mais ça rentre dans le cadre normal de l'activité, genre de l'entreprise. Donc je me demande s'ils sont vraiment aptes à être employés comme CDD ou prestataires. Alors, si vous pouvez définir le caractère indépendant comme vous dites, admettons que c'est des prestataires qui travaillent pour leur propre compte. En ce moment, ça devient une relation entre deux entreprises. Même si c'est un prestataire de services individuel, on considère qu'il a son entreprise individuelle qui lui est propre. Okay? Vous lui confiez une tâche et vous avez avec lui un contrat de prestation de service. Il exécute la tâche et vous rémunérez la personne. Okay? Donc ça, on peut le considérer comme un contrat de prestation. Mais si maintenant il y a un caractère successif dans ce qu'il fait, et que comme vous dites que c'est un travail qui devait être occupé de façon permanente, parce que lié à l'activité normale de l'entreprise, bon, ça, il y a des risques qu'on le requalifie en un contrat salarié. Hein? Okay? Donc, il faut s'entourer vraiment des garanties, quoi, dans les critères d'exécution de ces relations de travail-là. Okay? Donc, dans l'exécution du contrat, il faut retenir que le contrat de travail est un contrat synallagmatique. Donc, il crée des obligations pour les deux parties. On va voir quelles sont les obligations qui pèsent sur le travailleur. Donc, première obligation, il doit exécuter personnellement, consciencieusement et de bonne foi le travail qui est prévu, s'il vous plaît, il faut écouter là, qui est prévu au marché. Au contrat, pardon. Deuxièmement, il doit respecter les prescriptions du règlement intérieur et l'organisation du travail, l'organisation générale du travail. Donc ça, c'est la deuxième obligation du travailleur. Troisième obligation, il doit respecter les instructions données par l'employeur à la condition que celles-ci soient conformes à ses attributions et ne soient pas illicites ou immorales. Donc ça convoque un peu le lien de subordination dont on parlait tantôt. Il ne doit pas commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise ou de ses collègues. Il doit être discret, ne pas divulguer les informations confidentielles. Il ne doit pas concurrencer directement ou indirectement son employeur. Donc voilà les obligations qui pèsent sur l'employé. Évidemment, s'il arrive qu'il ne respecte pas ces obligations, il y a des sanctions qui sont prévues. On le verra plus tard. Vis-à-vis de son employeur également, le travailleur est engagé lorsqu'il a commis principalement 3 fautes. Sa responsabilité est engagée.
Donc, une faute intentionnelle ou dol qui suppose la volonté de nuire, le vol, l'escroquerie, la destruction volontaire, ce sont des fautes également qui peuvent être sanctionnées par l'employeur. Il y a ce qu'on appelle la faute lourde. Bon, c'est une faute grossière et excessive de sorte qu'elle est inexcusable. Par exemple, fumer dans un local où sont entreposées des matières inflammables malgré un panneau d'interdiction. Ça, si un employé le fait, il le fait en toute connaissance de cause, il a commis une faute lourde qui peut être sanctionnée par un licenciement. Il y a également ce qu'on appelle la faute légère. Donc, c'est la faute commise par une personne normalement attentive, et cette faute-là reste exposée à une sanction, évidemment. Donc, pour engager la responsabilité du travailleur, la faute légère existe en caractère habituel. Donc, notamment, la faute doit être répétée par exemple, l'exemple d'une erreur de caisse répétée par inattention ou par distraction. Donc, la sanction et les différentes sauront que c'est une faute lourde et une faute légère. Hein? Il y a également des obligations qui pèsent sur l'employeur. L'employeur est tenu au principe obligatoire suivant. Il doit fournir aux salariés un travail correspondant à l'objet, au lieu, aux conditions d'exécution et aux erreurs prévues dans le contrat. C'est pour ça que ces mentions sont obligatoires dans le contrat. Donc, une fois que ces mentions sont dans le contrat et signées, l'employeur doit les respecter également. Il doit verser aux salariés, selon la périodicité convenue ou celle fixée par la réglementation, le salaire prévu au contrat accompagné d'un bulletin de paie. La délivrance d'un bulletin de paie est obligatoire. Autre obligation, l'entrepreneur ou l'employeur doit respecter les règles de sécurité et d'hygiène fixées par la législation sociale. Par exemple, chaque nouvel employé doit faire l'objet d'une visite médicale d'embauche et suivre une formation à la sécurité adaptée à la nature de son poste. Donc voilà les obligations qui pèsent sur l'employeur. Donc je vais m'arrêter un peu sur le bulletin de paie, puisqu'il est obligatoire, mais il a également une configuration obligatoire que le bulletin doit respecter. Donc vous devez sur le bulletin avoir le nom de l'employé, sa date d'embauche, la convention qui régit les deux parties, la catégorie de l'employé et la fonction occupée. Ensuite, vous avez les éléments de salaire qui interviennent. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est un peu... Vous arrivez à voir? Je ne sais pas si le technicien peut venir m'aider pour agrandir un peu. Donc, premier élément, c'est le salaire de base. C'est la première rubrique que vous voyez en haut. Ah, merci. Ça, c'est la suite. Ça, c'est... On va revenir un peu en arrière. Ça. Sinon, je vais commenter. Hein, c'est pas... Bon, je pense que... Oui, bon, c'est pas grave, je vais commenter ça. Donc, vous avez les éléments qui doivent composer le bulletin de paie. Okay? Ce sont les éléments du salaire, en fait, qui sont repris sur le bulletin de paie. La première rubrique qui vient, c'est le salaire de base. Donc, c'est le salaire minimum catégoriel
correspond à la convention collective. Donc, quand vous recrutez une personne, vous connaissez sa fonction, l'emploi qu'elle doit occuper dans l'entreprise. Vous avez également la convention collective qui régit la branche d'activité. Donc, vous allez au niveau de la convention, vous regardez l'emploi. Par exemple, si c'est une assistante de direction, on va dire qu'elle doit être à la 7e catégorie B. Vous allez prendre la convention, la grille salariale, vous regardez la 7e catégorie B correspond à quel salaire. Donc, 7e catégorie B, c'est 97 539. OK? Si c'est une personne... Pardon? 105 541. OK? Si la personne est à la 10e catégorie B, vous avez son salaire correspondant. Donc, c'est le salaire de base pour 173,33 travaillés dans le mois. OK? Donc, c'est comme ça qu'on détermine le salaire de base. Ce n'est pas arbitraire, ce n'est pas unilatéral, c'est fixé par la loi, notamment la convention collective. Donc, chaque branche d'activité a sa convention collective avec les catégories et les salaires de base correspondants. Donc, ça, c'était jusqu'en 2009. Depuis le 1er janvier 2020, on a augmenté les salaires catégoriels. Vous voyez les taux d'augmentation. Maintenant, aujourd'hui, depuis le 1er janvier, les salaires de base d'actualité, c'est ça, concernant le commerce. Ça, c'est la convention collective des travailleurs du commerce. Si vous êtes dans une branche d'activité qui n'a pas une convention collective qui lui est propre, la convention qui va s'appliquer, c'est la convention du commerce. Convention du commerce, ça ne veut pas dire forcément que vous faites du commerce. Okay? Si vous êtes informaticien, par exemple, s'il n'y a pas une convention collective spécifique pour les informaticiens, celle qui vous sera applicable, c'est la convention collective du commerce, qui est la convention de droit commun. On est d'accord? Maintenant, vous regardez la fonction et l'emploi, vous déterminez la catégorie. Une fois que vous connaissez la catégorie, automatiquement, vous avez le salaire de base. Et ce salaire de base ne peut être inférieur au SMIC. Le SMIC actuel est de 58 900 francs par mois. Donc, on voit bien qu'ici, même la première catégorie, qui est la catégorie la plus faible, elle est largement supérieure au SMIC. C'est clair? Oui? Comment on peut savoir, par exemple, un médecin, il se trouve dans quelle catégorie? Un médecin. Prenez le micro, s'il vous plaît. À propos des catégories, comment on peut savoir, par exemple, un médecin, il se trouve dans quelle catégorie? C'est la convention collective qui vous donne ça. Okay? Ça, c'est la grille de la convention collective qui vient en annexe. Okay? Maintenant, au niveau de la branche d'activité, il y a une convention collective. Je vais vous peut-être donner... Voilà, je vous donne par exemple l'exemple de la convention collective du commerce. Voilà les emplois avec les catégories. Okay? On vous dit, si vous êtes manœuvre ordinaire, vous êtes à la première catégorie. Okay? Alors, si vous êtes garçon de bureau, vous êtes classé à la 3e catégorie. Si vous êtes téléphoniste, vous êtes classé à la 3e catégorie. Si vous êtes employé auxiliaire de transit, vous êtes classé à la 4e catégorie, ainsi de suite, ainsi de suite. Okay? Donc, il y a la convention qui définit les emplois et les catégories correspondantes. Okay? Donc, pour chaque convention, c'est la même chose. Après, vous avez en annexe maintenant les grilles salariales. Okay? Bon, si il se trouve que, bon, c'est des conventions vieilles aussi, hein. Souvent c'est des conventions qui datent des années 60, 70, etc. Peut-être que l'emploi n'y figure pas forcément. Bon, là, vous allez regarder approximativement quoi, ce qui correspond. Vous soumettez à l'inspection du travail qui va valider. Si ça ne correspond pas à l'emploi, l'inspection va vous proposer la catégorie correspondante. Vous allez partir sur la base de cette catégorie-là. Et vous aurez votre salaire de base. Okay? Le comptable, il est à la 7e catégorie. Le caissier, là, la même chose, ainsi de suite. Okay? La secrétaire de direction est à la 7e catégorie B. Donc ça, c'est la convention qui le donne.
Ok? C'est clair? Voilà. Donc, une fois que vous avez la grille salariale, vous avez la catégorie, vous avez automatiquement le salaire de base. Et donc, vous pouvez faire votre bulletin de paye. Alors, qu'est-ce qu'on a fait celle-là? Voilà. Donc, tout le monde sait maintenant d'où provient ce montant-là, le salaire de base. On est d'accord? Okay. C'est quelqu'un qui est à la 7e catégorie B. Non, là, c'est 9e catégorie B. Son salaire de base, c'est 129 117. Ça, c'est fixé par la loi. Alors, vous recrutez un cadre, ok? Un cadre supérieur. Vous regardez son emploi, vous avez sa catégorie. Il est à la 9e catégorie B. Il est certain que le salaire de base ne suffira pas pour sa rémunération. Il ne va pas accepter d'être payé 129 000. Okay? Donc, il va demander à ce qu'on complète son salaire pour avoir un niveau qui lui convient. D'accord, parti entre les deux. Pour compléter cela, il y a une rubrique qui est réservée à cela qui s'appelle sur-salaire. Okay? Donc, vous allez augmenter son salaire sur la base d'un élément du salaire qu'on va appeler sur-salaire. Et là, il n'y a pas de barème. La loi n'intervient pas dans la fixation du sur-salaire. C'est laissé entre les deux parties. Okay? Vous pouvez dire 1 million, vous pouvez dire 2 millions, vous pouvez dire 3 millions, peu importe. L'essentiel, que les deux parties s'accordent sur ce montant-là. Ce montant-là va venir s'ajouter au salaire de base pour constituer le salaire brut. C'est clair? Monsieur, quelle est la différence entre le salaire brut social et le salaire de base? On va y revenir. Le salaire brut social, là, il y a un de vos professeurs qui utilise ça là, dans son bouquin. Là. Okay? Salaire brut social veut dire simplement la base de calcul des cotisations sociales. Salaire brut fiscal, c'est la base de calcul de l'impôt sur le salaire. Mais en droit, il n'y a pas de salaire brut social ou fiscal. Il y a un salaire brut qui est composé du salaire de base plus les autres éléments accessoires du salaire. Ça peut être le sursalaire, ça peut être la prime, ça peut être l'indemnité, ça peut être les heures supplémentaires, ça peut être la prime d'ancienneté, ça peut être la prime de rendement, prime de motivation, etc., etc. Tous ces éléments-là, totalisés, c'est ça qui vous donne le salaire brut. Il n'y a pas de brut social, brut fiscal ou autre. C'est clair? Parce qu'il nous avait parlé aussi du salaire net. Je vais y venir. Vous êtes en train d'anticiper là. On est en haut du bulletin de paye. Le salaire brut, il est composé du salaire de base, du sur-salaire, et il y aura d'autres éléments qui vont venir également. On est d'accord? Est-ce que vous avez compris la notion de sur-salaire? Il n'y a pas un texte qui définit le sur-salaire. C'est une négociation entre le patron et l'employé. Ils sont libres de fixer le montant jusqu'à atteindre le salaire brut qui leur convient. Okay? Donc, c'est un complément du salaire. Okay? Ensuite, vous avez la prime d'ancienneté. Okay? Donc, ça, c'est la loi qui le fixe. Quand vous êtes dans une entreprise, plus vous durez dans l'entreprise, plus vous avez une prime. La prime d'ancienneté, c'est 1% du salaire de base. Donc, le salaire de base, en général, il sert à calculer certaines primes. Okay? Notamment la prime d'ancienneté qui est assise sur le salaire de base. Il y en a d'autres également, la prime de panier, etc. Donc, si vous êtes recruté dans une entreprise, les 2 premières années, quand vous atteignez les 2 premières années, vous avez droit à 2% du salaire de base comme prime d'ancienneté. Et chaque année supplémentaire, vous avez 1% de plus. Donc la première année, on ne vous calcule pas la prime d'ancienneté. Il faut faire 2 ans. À partir de la 2e année, vous avez droit à 2%. 2%, c'est le rattrapage de la première année, 1% plus 1% la 2e année. Et après chaque année, maintenant, après les 2 ans, vous avez droit à 1% du salaire de base. Ça, c'est un élément du salaire qui vient s'ajouter au salaire de base pour composer le salaire brut. Vous avez les heures supplémentaires. Donc, la durée du travail, rappelez-vous, il est fixé dans le contrat. On vous dit que
chaque semaine, vous avez droit de travailler 40 heures par semaine. Si vous faites travailler au-delà de 40 heures, vous devez être rémunéré sur ce surplus-là. C'est ça qu'on appelle heures supplémentaires. Il y a un barème également qui est défini. Donc, cette heure supplémentaire-là, si vous l'avez réalisée, vous devez être rémunéré en conséquence. Ça vient donc s'ajouter également au salaire de base pour composer le salaire brut. OK? Donc, voilà le haut du bulletin de paye, les éléments qui composent le salaire brut. Ensuite, vous avez les éléments qui constituent un peu un remboursement de frais. Quand vous recrutez quelqu'un, il doit quitter sa maison pour venir dans votre entreprise. Il doit payer son déplacement. Après le travail, il rentre. Il paye son déplacement. Donc, il engage des frais pour pouvoir respecter son contrat, son travail. Ces frais-là, la loi dit qu'il faut lui rembourser ses frais de déplacement. C'est ça qu'on appelle indemnité de transport. Fixé par la loi, c'est 20 800 francs par mois, à condition que le travailleur fasse 3 km pour venir au travail. Donc, s'il est à 200 mètres de son lieu d'emploi, il n'a pas droit à l'indemnité de transport. Donc, jusqu'à 3 km, il n'a pas droit. À partir de 3 km, obligatoirement, vous devez lui verser l'indemnité de transport qui va lui servir de remboursement des frais engagés pour venir travailler dans votre entreprise. Bon, ce n'est pas arbitraire, hein, c'est calculé en fonction du ticket de transport dans une distance de 3 km. Donc ça, ce n'est pas l'État qui l'impose, mais c'est une négociation entre le patronat et les syndicalistes qui représentent les salariés. Donc il y a une commission qui définit le taux. Okay? Il était de 16 500, il a été augmenté récemment, en 2016 je crois. Il est porté maintenant à 20 800. Ça c'est le montant. L'autre élément qui vient, c'est la fiscalité. Donc cet élément-là n'est pas imposable. Il est exonéré d'impôts. Okay? Le salaire brut, lui, il n'est pas exonéré. Okay? C'est la base de calcul de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les salaires. C'est également la base de calcul des cotisations IPRES et caisses de sécurité sociale. Donc c'est le brut imposable à la fois pour les impôts et pour les cotisations sociales. Donc les remboursements de frais sont exonérés de cotisations fiscales et sociales. Donc le salaire brut plus les remboursements de frais vous donne le salaire brut global, on va dire. Okay? Alors, deuxième élément, c'est les retenues. Quand vous êtes salarié dans une entreprise, le salaire que vous gagnez, c'est un revenu. Okay? Alors, dans notre système fiscal, quand vous avez un revenu, vous devez payer un impôt là-dessus. Parce que l'impôt frappe le revenu gagné par le contribuable. Okay? Le salarié, son revenu, c'est son salaire. Il doit contribuer au même titre que les autres. Donc, il doit payer un impôt sur le revenu. On ne va pas en parler aujourd'hui. On va y revenir quand on va aborder la fiscalité. Comment on calcule l'impôt sur les salaires d'un employé. Retenez que l'employé paye un impôt, le chef d'entreprise paye un impôt, l'entreprise en tant que personne morale paye un impôt. Okay? Donc cet impôt-là, on va lui défalquer sur son salaire brut. Ce sont les retenues. Toute cette partie-là, ce sont les retenues opérées sur le salaire brut de l'emploi de l'employé. Okay? C'est à charge de l'employeur d'opérer la retenue et de le reverser après aux impôts. Donc, vous avez un salaire de 300 000. Je vais regarder pour 300 000 combien vous devez payer un impôt. Si c'est 20 000 francs par exemple, on va défalquer 20 000 francs sur votre salaire, qui va constituer votre impôt. Le salarié, il a également droit à une couverture sociale. Okay? Il travaille dans l'entreprise, il va arriver à un moment où son âge ne va plus lui permettre de travailler. Donc, il va aller à la retraite. Mais on ne va pas le laisser partir comme ça. Après la retraite, il faut bien qu'il vive. Donc il a droit à une pension de retraite. Mais cet argent-là provient d'où? Provient des cotisations que lui, il aura effectuées pendant la période d'exercice. Donc chaque mois,
on va défalquer sur son bulletin une partie de son salaire qu'on va verser à l'IPRES. C'est comme s'il est en train d'épargner une partie de son salaire. Comme ça, quand il va aller à la retraite, il va continuer à avoir un revenu. Et là, on va lui verser l'épargne qu'il avait constituée. Bon, sauf qu'il n'est pas seul. C'est tous les salariés qui doivent cotiser. Okay? Et maintenant, pour soutenir ceux qui partent à la retraite. Il va cotiser, son employeur également va cotiser. C'est ce qu'on appelle les charges patronales. Okay? Donc, les retenues salariales pour l'IPRES, la base de calcul, c'est 5,6% du salaire brut. Tous les mois, on lui défalque cela, 5,6%. Mais c'est plafonné à 360 000. Donc, si son salaire brut est de 400 000, on va s'arrêter à 360 000. On fera 5,6% de 360 000 qui va constituer sa cotisation. Le taux du patron est plus élevé. Lui, on suppose qu'il a plus de moyens, donc il doit contribuer plus. Lui, il va contribuer à hauteur de 8,4% du salaire brut de l'employé. Et à la fin du mois, il va faire la somme des deux cotisations, la retenue opérée sur le salaire brut de l'employé, plus la cotisation effectuée par le patron, et il va les verser à l'IPRES. Donc, obligatoirement, vous, en tant que patron, quand vous recrutez une personne, dites-vous bien que vous avez l'obligation d'opérer la retenue à la source sur son salaire, la cotisation IPRES, plus la cotisation que vous supportez en tant que patron, et vous faites le versement à l'IPRES. C'est clair? La même chose pour les impôts, vous retenez le montant des impôts dus sur son bulletin de paye, vous reversez aux impôts. On le verra plus tard. Si c'est un cadre, dans le régime de l'IPRES, il y a deux régimes. Il y a le régime général et le régime cadre. Donc le régime général, il s'applique à tout le monde, aux cadres et aux non-cadres. Maintenant, les cadres, eux, on leur donne la possibilité de verser une retraite, une cotisation complémentaire pour augmenter le niveau de leur revenu quand ils vont aller à la retraite. Parce que le cadre, il est supposé avoir un revenu beaucoup plus consistant que l'employé simple. Donc lui, il va cotiser en plus des 5,6%, il va cotiser pour 2,4% de son salaire brut plafonné à 1 080 000 francs par mois. Le patron également va cotiser pour 3,6%. Donc la somme de ces cotisations-là doit être reversée à l'IPRES. Ça, c'est la partie protection sociale, pour que l'employé puisse bénéficier d'une indemnité de retraite quand il va quand il va prendre sa retraite à 60 ans. C'est clair? Deuxième protection sociale, c'est la caisse de sécurité sociale, qui, elle, gère les accidents de travail et les prestations familiales. Là également, il y a des cotisations à verser au niveau de la caisse de sécurité sociale. La seule différence avec l'IPRES, c'est que ici, l'employé ne cotise pas, c'est le patron qui cotise à la place de l'employé, avec des taux qui varient de 1 à 5% pour l'accident du travail et 7% pour les prestations de services. On va y revenir plus tard. Plafonné à 63 000 francs. Donc, tous les mois, le patron va cotiser. Si, par exemple, le taux est de 10%, il va contribuer pour 10% de 63 000 qu'il va verser à la caisse de sécurité sociale. Comme ça, si l'employé a subi un accident du travail, il va donc arrêter de travailler. Et s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire. Donc, il ne sera pas payé par l'employé, par l'entreprise. Donc, c'est la caisse de sécurité sociale qui va se substituer à l'entreprise et verser des indemnités à l'employé. Mais cet argent-là provient des cotisations que les patrons auront effectuées sur les bulletins de paie des employés. C'est clair? Alors, si vous prenez le salaire brut, moins l'ensemble de ces cotisations, vous avez un net à payer et c'est ça que le salarié va percevoir à la fin du mois. Alors, celui-là, par exemple, il a un salaire brut de 548 000, salaire de base plus sur salaire,
plus 20 800 de transport. Ça lui fait 416 280. Ça lui fait, oui, 416, non. Ça fait 500 plus 560 000 de salaire brut. Moins les cotisations IPRES, impôts, okay, il se retrouve avec un net donc de 437 095. Okay. Donc c'est ça la différence entre le brut et le net à payer, hein, dont vous parliez tout à l'heure. Le salarié, il perçoit le net à payer, après retenue des cotisations fiscales et sociales. Les retenues sont opérées par le patron et reversées par le patron auprès des institutions concernées, les impôts, l'IPRES et la caisse de sécurité sociale. C'est clair? Pour le calcul des impôts, on va y revenir. Comment on fait pour déterminer le montant de l'impôt? L'IPRES, je vous ai expliqué, c'est des taux avec un plafond de 360 000 pour le régime général et 1 80 000 pour le régime cadre. On a des questions en ligne. Oui. Il y a M. Cheikh Ndiaye qui demande est-ce que le sursalaire est encadré dans l'administration publique? Ok. Le sursalaire est laissé à la libre appréciation des deux parties. Ce qui est encadré par l'administration publique, c'est le salaire de base qui est obtenu à partir de la grille salariale, déterminée dans la convention collective. L'indemnité de travail et de transport est fixée par la loi, 20 800 francs. Si c'est le travailleur qui utilise son propre véhicule pour son travail, il a droit à ce qu'on appelle une indemnité kilométrique, qui est de 50 000 francs par mois. Okay? Donc, s'il n'a pas de véhicule, il a 20 800. S'il utilise son propre véhicule, il a 50 000 francs par mois. Ces 50 000 doivent couvrir son carburant, son entretien, son assurance, etc., etc. Il n'y a pas d'impôt également sur l'indemnité kilométrique, tout comme il n'y a pas d'impôt sur l'indemnité de transport. On ne peut pas cumuler les deux. Soit on a un véhicule ou on ne l'a pas. Donc vous ne pouvez pas avoir sur un bulletin de paye un salarié qui a 50 000 et 20 800. Ça n'a pas de sens. C'est soit l'un ou l'autre. Donc je crois que j'ai répondu à la question. Le sursalaire n'est pas encadré. Maintenant, le salaire de base, généralement, ne suffit pas. Okay? Mais on va partir sur une base légale. On va fixer le salaire de base. Ensuite, on va négocier ensemble quel est le montant qu'on va compléter pour tomber d'accord sur un salaire qui nous convient tous les deux. Si je veux un salaire brut de 500 000 en tant qu'employé, je suis classé à la catégorie 7, admettons. Le salaire de base, c'est 500 000. Donc, il faudra que j'ai un sursalaire complémentaire de 400 000. 100 000 francs salaire de base, plus 400 000 sursalaire pour aboutir à un salaire brut de 500 000. Mais c'est clair que ce n'est pas 500 000 que je vais percevoir à la fin du mois. Sur ces 500 000, je dois payer l'impôt, je dois payer l'IPRES, okay, et éventuellement l'IPM. Et après avoir défalqué toutes ces cotisations-là, le montant qui reste, c'est ça que je perçois en tant que salarié. On est d'accord? Voilà comment ça se passe dans l'entreprise. Une autre question. Oui. Ça a été posé par M. Diawara depuis Tamba. Il dit, quelle est la peine en cas de non-versement à l'IPRES? Quelle est la peine en cas de non-versement à l'IPRES? Voilà. Donc l'obligation pèse sur l'employeur. Donc si vous négociez avec un employeur un salaire brut, vous êtes tombé d'accord là-dessus, vous avez signé à la fin du mois. S'il vous donne ce salaire brut-là et qu'il a omis d'opérer des retenues, c'est son problème. Vous percevez vos 500 000, vous mettez dans votre poche. Parce que l'obligation de retenue pèse sur l'employeur. Si l'employeur a opéré les retenues et ne les a pas reversées à l'IPRES, c'est encore plus grave. C'est du détournement de fonds publics. Il a pris votre argent, au lieu de le reverser au destinataire final, qui est l'IPRES, il utilise cet argent-là à ses fins personnelles, éventuellement. Ça, c'est dangereux. Alors, la peine qu'il peut encourir, c'est que l'IPRES, si l'IPRES est au courant, l'IPRES va demander à l'employeur de régulariser.
Donc toutes les retenues qui auraient dû être effectuées qui ne l'étaient pas, il doit le faire. Toutes les retenues qui avaient été opérées qui n'ont pas été reversées, il doit les reverser. Donc il régularise. Ensuite, il est sanctionné financièrement. On va le sanctionner par des majorations. On va lui dire, vous êtes resté tout ce temps-là sans respecter les obligations de retenue et de reversement qui pèsent sur votre entreprise, donc vous allez payer des pénalités. Alors ça peut aller plus loin si effectivement il a détourné l'argent. En ce moment, il y a le côté pénal qui peut entrer en jeu. Mais les sanctions financières, c'est ça. Il verse ce qui est dû et il paye des pénalités. Les pénalités sont calculées sur la base de 5% des cotisations dues par mois ou fraction de mois. Les cotisations opérées, les retenues opérées doivent être reversées au plus tard le 10 du mois prochain, suivant le paiement, ou le 10 du trimestre suivant. Donc, si vous avez moins de 10 employés, c'est tous les trimestres que vous reversez. Si vous avez plus de 10 employés, c'est tous les mois que vous devez reverser les cotisations. C'est clair? Bon, pour le faire, il y a des formulaires que l'IPRES va vous donner. Vous les remplissez tous les mois. Votre comptable va le remplir. Vous faites le chèque. Il dépose à l'IPRES. On lui donne une quittance qui justifie qu'il a reversé les cotisations. La caisse de sécurité sociale, la même chose. Mais ça, avant de le faire au préalable, il faut s'immatriculer. Ça, on en a parlé. On a fait le contrat, on a signé, on a déposé à l'inspection. Après, il faut s'immatriculer à l'IPRES qui va vous attribuer un numéro employeur qui va vous identifier. Chaque échéance, vous faites le chèque, vous reversez la cotisation due. D'accord. Il y a d'autres questions. Il y a Mathisen depuis Thiès. Elle a deux questions. Elle dit, qu'est-ce qui est négociable entre le salaire net et le sursalaire en entretien? Et sa deuxième question, elle dit, quels moyens utiliser pour se protéger en tant qu'enseignant vacataire? Ok, la première question. Donc, le salarié, ce qui l'intéresse, c'est le net. Mais le patron, ce qui l'intéresse, c'est le coût. Combien cet employé-là me coûte? Et ça, c'est le salaire brut qui lui permet de le savoir. Donc, faites attention, quand vous êtes un employé qui va en entretien, qui veut négocier son salaire, il faut savoir à la base, si je veux un net de 500 000, quel est le brut qui doit correspondre à un net de 500 000 après avoir payé mes impôts et mes cotisations. Ça peut être un piège. L'employeur, lui, il va dire, moi, je vous propose un brut de 500 000. OK? Mais vous, si vous savez qu'un brut de 500 000 va aboutir sur un net de 300 000, compte tenu des impôts et autres que vous devez payer, il faudra peut-être négocier un brut supérieur. OK? Donc, sachez que l'employé, lui, il raisonne net à payer, le patron, il raisonne brut. Donc, vous, employés, armez-vous d'informations suffisantes. Au moment d'aller négocier, sachez que si vous voulez 400 000 net, quel est le brut qui va correspondre. Donc, sur cette base-là, vous savez que s'il vous propose un montant inférieur à ce brut-là, vous pouvez demander d'augmenter, ainsi de suite. Ou s'il n'accepte pas d'arriver à ce brut-là, vous saurez qu'il y aura des conséquences sur le net à payer que vous risquez de recevoir parce qu'il sera diminué du montant des impôts et des cotisations sociales. La deuxième question, les enseignants vacataires. Bon, après, il y a des spécificités liées au corps. Alors, je ne sais pas si les enseignants vacataires sont régis par le Code du travail du privé ou bien sont régis par un code spécifique, les règles de la fonction publique. Je ne maîtrise pas tellement cet aspect-là. Je ne veux pas m'aventurer dans des réponses que je ne maîtrise pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si on relève du Code du travail, du droit commun, les salaires sont définis par la Convention. Ça, il n'y a pas de négociation possible sur le salaire de base parce que c'est fixé par la loi. Ce qu'on peut négocier, c'est le sursalaire. Donc, qui est un complément de salaire par rapport au salaire de base. Oui. D'accord. Il y a deux questions encore. Il y a Julien Latirsard qui demande comment se calculent les congés annuels et les indemnités de rupture de contrat. OK. Et sa deuxième question,
comment saisir l'IPRES relativement aux créances de l'IPRES non régularisées par l'employeur? Alors, pour les deux premières questions, on va y revenir, sur le congé et l'indemnité de rupture de contrat, parce qu'il y a un chapitre qui est consacré à ça. Pour l'IPRES, ce que l'employé peut faire, c'est que d'aller au niveau de l'IPRES, de vérifier si son employeur versait les cotisations. Il va demander la situation de l'entreprise au niveau de l'IPRES. L'IPRES, à partir de leur système d'information, ils peuvent savoir, si vous leur donnez le nom de l'entreprise, peut-être mieux même le numéro d'immatriculation de votre entreprise, ils peuvent savoir si cette entreprise-là cotisait ou pas. Donc, si l'entreprise ne cotise pas, à charge à l'IPRES de saisir l'employeur pour lui demander de régulariser. Okay? Puisque c'est votre droit. S'il ne le fait pas, il est en train de vous pénaliser. Puisque ce sont les cotisations qui sont versées qui servent de calcul pour votre indemnité de retraite. Donc, à chaque fois que vous versez des cotisations, il y a un système de points, okay, que l'employé gagne sur la base des cotisations versées. Okay? Maintenant, quand il va atteindre l'âge de la retraite, il aura accumulé un certain nombre de points qui seront valorisés et qui vont lui servir de pension de retraite. Donc, il est évident que si les cotisations ne sont pas versées, ça peut impacter sur la retraite de l'employé. Et le recours que l'employé a, c'est l'IPRES. L'IPRES ou l'inspection du travail, encore une fois, qui régit les litiges qu'il y a entre les deux parties. Donc, sur le calcul des congés et de l'indemnité de rupture, on va y revenir plus tard. On va avancer, le chapitre est assez consistant. Oui, une question, oui. Concernant l'indemnité kilométrique. Oui, l'indemnité kilométrique. Pour l'employé qui a une voiture. Il n'y a pas de distinction dans le fait que ce soit une voiture donnée par l'entreprise ou sa propre voiture qu'il avait. S'il y a une distinction. Si c'est une voiture donnée par l'entreprise, il y a deux possibilités. Soit c'est un véhicule de service ou un véhicule de fonction. Dans les deux cas, le véhicule ne vous appartient pas, donc on ne va pas vous verser l'indemnité kilométrique, puisque vous n'engagez pas de frais liés à l'utilisation de votre propre véhicule. Donc l'indemnité kilométrique, c'est pour rembourser les frais supportés par un employé qui utilise son propre véhicule. Okay? Si c'est l'entreprise qui met à sa disposition un véhicule, ce n'est plus son propre véhicule. C'est soit un véhicule de fonction ou un véhicule de service. Quelle est la différence entre véhicule de service et véhicule de fonction? Véhicule de service, c'est que le véhicule est dans le parc automobile, il est mis à la disposition des employés. Pendant la période de travail, dans l'exercice de leur fonction, ils utilisent le véhicule. À la descente, le véhicule est laissé à l'entreprise. Véhicule de fonction, c'est lié à votre fonction. Vous êtes directeur, on vous attribue un véhicule de fonction, vous rentrez avec ce véhicule-là. Vous l'utilisez pour vos démarches professionnelles comme hors professionnel. Alors, il y a des conséquences d'ordre fiscal liées à l'utilisation de véhicules de fonction. Puisque c'est un avantage qui vous est conféré, et l'avantage est considéré comme une forme de rémunération sur le plan fiscal. Et qui dit rémunération dit impôt. On ne peut pas échapper à l'impôt. Hein? Comme disait quelqu'un, il y a deux choses qui sont certaines dans la vie. C'est la mort et le paiement des impôts. Bon, ça c'est valable peut-être aux États-Unis, mais au Sénégal quand même. Le paiement des impôts n'est pas aussi certain que ça. Parce qu'il y a des gens quand même qui arrivent à échapper encore. Mais la mort, c'est sûr qu'on va tous y passer.